À l'occasion du 15e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le terrorisme et la conférence des donateurs du 25 au 27 mai 2022, suivi du 16e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique le 28 mai, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à Malabo en Guinée équatoriale en début de soirée du jeudi 26 mai 2022. À l'aéroport international de Malabo, le chef de l'État congolais est accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre équato-guinéen Francisco Pascual Obama Assoué. Il faut retenir que le Congo et la Guinée équatoriale entretiennent de bonnes relations de coopération au bénéfice des deux peuples. À titre d'illustration, à l'invitation du président Théodoro Obiangema Mbazogo, le ministre d'État Pierre Mabiala est venu à Malabo partager l'expérience du Congo en matière de la réforme foncière et de la gestion du domaine public au cours d'un séminaire qui s'est déroulé du 12 au 22 avril dernier. À Malabo, le président Denis Sassou Nguesso est venu jouer sa partition au moment où le continent africain continue de faire face à certaines des urgences humanitaires les plus complexes qui sont dans certains cas le résultat des catastrophes naturelles et humaines, mais dans de très nombreux autres cas sont provoquées par des conflits entraînant des déplacements massifs de personnes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières nationales. Malgré les crises humanitaires complexes et multiformes qui se multiplient sur le continent, le financement reste un défi. C'est dans cet esprit que les pays membres de l'Union africaine, lors de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif tenue à Addis Abeba les 3 et 4 février 2022, ont noté avec une grande préoccupation l'effet dévastateur de la pandémie de Covid-19 en Afrique et le défi supplémentaire qu'elle représente pour la situation humanitaire et ont appelé à l'organisation d'un sommet humanitaire continental couplé à la conférence des donateurs dont le segment de haut niveau s'est ouvert le vendredi 27 mai. Les travaux se sont focalisés sur 5 domaines thématiques, à savoir changement climatique, catastrophes et déplacements forcés en Afrique, relever les défis en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans l'espace humanitaire en Afrique, défis sanitaires dans cet espace, reconstruction et développement post-conflit pour les réfugiés et les déplacés internes en Afrique, enfin, revitaliser la mobilisation des ressources et le financement de l'action humanitaire en Afrique. Dans son discours de circonstance en qualité de président du pays hôte, Théodoro Obiangema Mbazogo a invité ses pairs à plus d'engagement pour sortir l'Afrique des facteurs qui aggravent la crise humanitaire. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a quant à lui présenté le tableau peu reluisant de la situation humanitaire dans les 5 régions de l'Afrique. En organisant ce sommet humanitaire suivi par la conférence des donateurs, l'Union africaine marque sa ferme détermination à poursuivre ses efforts en faveur de la réduction des souffrances dont sont victimes les réfugiés et les personnes déplacées internes sur le continent. Je me félicite de ce que notre appel aux donateurs soit en phase avec les préoccupations exprimées par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Dans son rapport publié en septembre 2021, intitulé « Notre programme commun », celui-ci insiste, entre autres, sur la nécessité de ne laisser personne de côté. L'histoire retiendra qu'en séjour dans cette belle ville de Malabo, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont, au cours de ce sommet humanitaire extraordinaire de l'Union africaine, réaffirmé et confirmé leur constante détermination à ne laisser de côté aucun réfugié ni aucun déplacé interne sur notre continent. Dans son discours d'ouverture, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a exhorté les dirigeants africains à prendre le mal par la racine. Notre continent ne peut pas se résoudre à une vocation de terre d'urgence humanitaire. Bien au contraire, notre dignité de peuple libre nous oblige de rester debout et de poursuivre sans relâche notre combat pour le progrès, pour la paix,
la liberté et la justice sociale. Unis et déterminés, nous y arriverons. Le second segment de ce 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine est dédié à la conférence des donateurs qui a eu pour objectif de mobiliser le soutien et les ressources continentales et internationales pour l'action humanitaire en Afrique. Au cours de cette conférence des donateurs, les chefs d'État et de gouvernement ont approfondi les échanges avec les donateurs traditionnels et non traditionnels dans le but de diversifier le champ d'action des donateurs. Au cours des 5 dernières années, les plans régionaux d'intervention pour les réfugiés africains ont été financés à moins de 50%. Au regard de ce déficit de financement, l'Union africaine a donc lancé une collecte des ressources pour le Fonds humanitaire commun. Cet appel au financement a été entendu et les États ont tour à tour annoncé leur contribution pour abonder ce fonds. Au Congo, nous avons reçu des frères et sœurs de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo à cause des situations qui se présentaient dans ces pays. L'année dernière, et nous avons été fortement frappés par de graves inondations qui ont touché, comme c'est souvent le cas, les populations les plus fragiles de nos pays. Alors, le moment est donc venu pour les dirigeants africains de lancer un message clair au reste de la communauté internationale et de dire que nous avons décidé de prendre d'abord nous-mêmes en main notre situation. Et voilà pourquoi je n'en dirai pas plus, sauf annoncer que le Congo apporte à l'agence une contribution de 2 millions de dollars. Tout compte fait, le 15e sommet humanitaire et la conférence des donateurs se sont soldés par l'élaboration d'une déclaration assortie de recommandations clés adoptées par les États membres. Madame le ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire, Marie-Irène Cécile Mboukou-Kimbatsa, dégage ici les résultats de ce 15e sommet de l'Union africaine sur l'humanitaire. Nous avons dans la Likwala 30 000 réfugiés de la RCA. Ces réfugiés qui se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière causent des problèmes à notre État et à l'Union africaine, puisque ce sont des personnes qu'il faut prendre en charge. Ces déplacements peuvent être dus aussi au changement climatique. En ce moment, nous avons beaucoup de zones en Afrique où il y a la sécheresse. Et ces populations qui se déplacent parce qu'ils n'ont rien à manger, mais l'Afrique ne peut pas les regarder. L'Union africaine a pensé qu'il fallait trouver une occasion pour se retrouver et faire cet appel de dons. Et l'appel de dons, chez nous les Bantous, vous savez, quand vous avez un mort dans la famille, vous devez d'abord vous organiser vous-même. Nous faisons appel tout le temps à l'extérieur. Mais il faut que nous, les concernés, nous puissions commencer d'abord à nous organiser. Voilà pourquoi l'Union africaine a fait appel aux États africains pour que nous puissions nous-mêmes commencer à cotiser avant de rechercher de la part de nos partenaires, des donateurs, ce que vous avez vu. Ça a été une grande marque de volontarisme. Les pays africains se sont mobilisés à donner, à contribuer pour la création de cette agence humanitaire. L'Afrique, désormais, sera dotée de son agence humanitaire. Pour que l'agence fonctionne, mais il faudrait bien qu'il y ait des contributions. Et l'argent viendra des pays africains. Les pays devront, dans leur budget, intégrer le volet humanitaire. Et pour cela, il faudra à chaque fois cotiser de l'argent pour faire face à cela. Mais notre pays qui connaît depuis 5 années de problèmes d'inondation, mais ces Congolais ont besoin des actions humanitaires. Vous avez vu, le bateau est parti vers l'Iranga. Vous avez vu les déplacements des camions
avec de l'aide humanitaire. Mais le Congo fait déjà de l'action humanitaire. Mais au niveau africain, il faut que le Congo apporte aussi sa contribution pour montrer le côté africaniste de notre président, qui est très engagé. Vous voyez que les réfugiés de la RCA qui sont dans le département de la Likuala bénéficient au même titre que les nationaux des transferts monétaires de l'Issungui. Donc le Congo est déjà dans cette assistance humanitaire. Mais puisqu'il faut être avec tout le monde, le Congo devait apporter sa quote-part dans la contribution pour la création de cette agence humanitaire. Les engagements pris par ces assises suscitent un sentiment de satisfaction à l'endroit du ministre congolais des Affaires sociales et de l'action humanitaire. Je repars satisfaite à moitié parce que Madame la commissaire de l'Union africaine qui a introduit ce dossier, ce volet de la prise en charge de l'action humanitaire par l'Afrique, a un budget qui s'élève à 14 milliards de francs CFA. Ben, écoutez, je peux dire, je suis contente que nous avons fait un premier pas. Avec l'argent qui a été collecté, plus de 66 millions de dollars, cet argent va permettre le démarrage, l'adoption des statuts, des règlements intérieurs, la mise en forme de cette agence, de l'agence humanitaire africaine. Oui, nous avons été satisfaits, toute la délégation, parce que la déclaration a été adoptée. Et dans cette déclaration, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir amener les États vers des pourparlers afin que nous puissions éradiquer ce phénomène de déplacement des populations. D'un sommet à un autre, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont réunis le samedi 28 mai, cette fois-ci pour le 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique continue d'être le théâtre d'une prolifération de groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité ainsi que l'intégrité des États où ils opèrent. C'est pour la première fois dans l'histoire du continent que la menace terroriste s'est étendue aux 5 régions du continent. Le double phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent porte atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des États, perturbe le fonctionnement des gouvernements, affaiblit le contrat social et facilite le pillage des ressources naturelles. Cette évolution négative est encore aggravée par la présence des combattants et des mercenaires étrangers sur le continent. Outre le terrorisme, l'Afrique connaît une recrudescence de l'insécurité maritime ainsi qu'une vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement dont l'effet domino affaiblit la légitimité démocratique et l'état de droit dans les pays concernés. Il existe également un lien intrinsèque entre le terrorisme, l'extrémisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. En réponse à cette menace croissante, il est organisé ce sommet axé sur les défis du terrorisme et de l'extrémisme violent en vue de prendre des mesures urgentes et nécessaires pour soutenir les pays qui sont confrontés aux graves effets du terrorisme. Présentant le danger de ce fléau, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé le terrorisme et la recrudescence de l'insécurité maritime ainsi que la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Le terrorisme ne faiblit pas sur le continent. D'abord, en raison d'une insuffisante solidarité africaine avec les pays victimes du terrorisme, mais aussi en raison du non-respect de nos propres engagements. Je ne citerai que le cas de la force africaine en attente, qui depuis sa création n'est pas encore totalement opérationnelle. Sur cette question, reconnaissons-le, la volonté politique a fait défaut. Alors que nous avons les moyens et les hommes qu'il faut, les armées africaines comptent, selon certaines études récentes de 2022, quelques 2 700 000 hommes. Mobiliser seulement 1 à 2% de ces effectifs et le doter des moyens nécessaires permettrait de réduire notre dépendance des forces étrangères et de faire face avec plus de chances de succès au terrorisme.
Au nom du président en exercice de l'Union africaine empêché, le président angolais João Lourenço a ouvert les travaux de ce 16e sommet par l'exhortation de ses pairs à faire montre de responsabilité au cours des débats. Après la plénière, les chefs d'État et de gouvernement ont immortalisé leur rencontre avant de se retirer pour un huis clos au cours duquel ils ont décidé de renforcer la réponse de l'Union africaine vers une approche coordonnée, cohérente et efficace pour approfondir la gouvernance constitutionnelle et la sécurité collective. Le séjour du président de la République à Malabo a été marqué par un carnet d'audience bien rempli. Jeudi 26 mai, aussitôt arrivé, le chef de l'État a reçu la visite de son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbazogo, accompagné de son épouse, Constancia Manguedo Obiang. Le couple présidentiel équato-guinéen qui a ouvert ce ballet diplomatique est venu témoigner son hospitalité au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Leurs échanges ont porté sur l'amitié qui lie les deux hommes d'État, mais surtout sur les bonnes relations de coopération qui unissent les deux pays. Sans répit, le président Denis Sassou Nguesso a été honoré de la visite du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui malgré l'incendie qui a causé la mort de 11 nouveau-nés dans un hôpital à quelques encablures de Dakar, a tout de même tenu à présider les travaux du 15e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré à l'humanitaire. Le président Macky Sall est sorti de cet entretien très réconforté par les sages conseils du président Denis Sassou Nguesso. Je commencerai par cet aspect dramatique où un incendie qui s'est produit dans un hôpital, notamment dans le service de néonatologie, a entraîné le décès de 11 bébés qui étaient en couveuse, ce qui est vraiment presque une tragédie. Un drame. Et évidemment, j'étais là à Malabo et pour les besoins de ces deux sommets extraordinaires, je vais procéder à l'ouverture demain matin et j'ai demandé au chef d'État, au président Sassou et à tous nos collègues de me libérer pour retourner sur place à Dakar et apporter ma compassion aux familles et surtout voir les mesures qu'exige la situation. Et là, je suis venu rendre visite au président Denis Sassou Nguesso, comme il est de coutume, puisque c'est notre sage. Et dans des sommets comme ceux-ci, celui que nous avons, les deux que nous aurons demain et après-demain, il était important que je recueille son avis, ses conseils, que ce soit sur l'action humanitaire en Afrique avec tout ce qui se passe et les conséquences des crises avec les déplacements massifs des populations, la migration, les situations d'urgence humanitaire, comment l'Afrique doit pouvoir faire face, d'abord par elle-même mais aussi par le partenariat. Ensuite, la question du terrorisme qui est en train de gangréner notre continent, mais également tout ce qui concerne les changements anticonstitutionnels doit faire l'objet d'une analyse, d'une prise de position de l'Union africaine, comment financer l'architecture de paix, autrement dit comment l'Afrique doit faire face aux nécessités de la lutte contre le terrorisme. Et comme le président Sassou est un expert vraiment sur tous ces sujets, j'étais venu encore une fois le consulter comme d'habitude, prendre les leçons et surtout vraiment voir aussi avec les autres chefs d'État comment vraiment sur ces sujets l'Afrique peut délibérer et aussi attirer l'attention de nos partenaires que la question du terrorisme est une question globale. Donc l'Afrique seule ne peut pas faire face. Lorsqu'il s'est agi d'aller en Syrie, d'aller en Afghanistan, même en Libye, c'est de grandes coalitions qui se sont constituées avec énormément de ressources. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut aussi, au-delà de nos efforts internes, par nos États, par la cotisation au sein de l'Union africaine, que les partenaires, les Nations Unies et tous les autres puissent aussi apporter leur contribution. Nous avons les hommes, les armées qu'il faut, mais il faut financer cette mobilisation. Donc, c'est avec ça, mais aussi sur la crise, les conséquences de la guerre
en Ukraine, sur bien d'autres sujets, nous avons longuement échangé avec le président. L'agenda du président de la République à Malabo n'a pas été de tout repos. Le vendredi 27 mai, en marge du sommet sur la crise humanitaire en Afrique, le chef de l'État a échangé avec le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale entre les deux pays et ont évoqué les thématiques du 15e et du 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce fléau de réfugiés, le flux migratoire, traîne beaucoup de défis et de problèmes qu'il faut résoudre. Nous avons réfléchi sur ça. Il y a des déclarations de position qui ont été prises. Et au niveau de la préparation, la création des fonds aussi, nous venons de discuter, continuer les travaux. Ça se passe très bien. Il y aura une déclaration qui sera adoptée. Donc je crois qu'une fois de plus, l'Afrique donne un bon exemple parce qu'on prend en compte tout ce qui est nos préoccupations, le problème de l'actualité, et à nous de le résoudre. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Avec le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, il a été plus question du terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoko Embalo ont largement discuté sur ce sujet d'actualité en Afrique de l'Ouest qui a connu 3 changements anticonstitutionnels en un temps record comme un effet de mode. D'ailleurs, le président Umaro Sissoko Embalo en a échappé de justesse. Les Africains ont compris qu'on doit prendre nos destins dans notre propre main, plutôt d'attendre nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et je vis la contribution de tous les pays qui étaient présents. Ça déjà montre que c'est possible. Et concernant ces premiers thèmes d'aujourd'hui et celle de demain, je pense qu'il faut que l'Union africaine trouve un mécanisme d'arrêter les changements anticonstitutionnels. Parce que moi-même qui est là, j'étais victime de ça où j'ai perdu 12 personnes. Et je pense que ce sera une chose très importante si on arrive à trouver un consensus, que je pense c'est possible qu'on le trouvera pour arrêter ces changements anticonstitutionnels. Parce que aujourd'hui, nous sommes en siècle XXI. C'est inacceptable, ce genre de changement. Et quand on parle de terrorisme, malheureusement, à l'époque, on avait appelé l'attention de la communauté internationale. Par exemple, depuis que Libye est déchirée, et nous, surtout d'Afrique de l'Ouest, nous sommes des victimes de ce problème de Sahel. Avant, quand la Libye n'était pas touchée avec les bombardements de l'OTAN, on n'avait pas ce problème. Aujourd'hui, on doit marcher ensemble avec nos partenaires européens parce qu'ils aussi sont responsables. Monsieur le Président, lorsque les chefs d'État se retrouvent comme ça, on évoque souvent des questions bilatérales entre les deux pays. On sait que le Congo et la Guinée-Bissau entretiennent de très bonnes relations d'amitié et de coopération. Est-ce que vous avez évoqué la bilatérale au cours de vos entretiens? Toujours, c'est une tradition, surtout pour moi. Comme vous le savez, le président Sassou, c'est un historique africain, un grand panafricaniste. Depuis le temps de feu, président Ninou Vera, qui est un père de l'indépendance et de la libération de la Guinée et Cap-Vert. Et nous, qui sommes les enfants de Ninou, on suit ce chemin. Et pour moi, c'est une tradition. Chaque fois que je retrouve quelque part avec le président Sassou, de venir présenter mes amitiés et réaffirmer et la fraternité, la solidarité, et toujours gagner aussi de ces conseils, qui est très important. Et voilà. Et Guinée-Bissau avec Congo, c'est une relation qui date avant que je sois né même, moi. Son temps, et Congo a beaucoup participé dans la lutte de libération de peuples comme Guinée-Bissau, Angola, Cap-Vert, juste pour que vous le sachiez un peu. Donc, tous les Bissau-Guinéens qui sont présents au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, on doit beaucoup à la République du Congo, comme Afrique du Sud aussi. J'étais, juste une anecdote, j'étais en visite d'État en Afrique du Sud il y a 2 semaines. Et les gens me parlaient plus de président Sassou que moi-même qui étais là-bas en visite d'État, quand on est parti dans la fondation Nelson Mandela.
on disait le complot pour la paix. Et pour voir que nous, les jeunes africains, ça nous fait grand plaisir d'en profiter, les conseils de ce grand homme qui est panafricaniste. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui en Afrique. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, avec l'activisme des groupes armés, notamment le M23, reste préoccupante. C'est ce qui justifie la rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula. Depuis 1960, nous avons eu à accueillir des millions de réfugiés, des frères africains qui étaient en situation de détresse. Nous-mêmes aussi, nos compatriotes, dans certaines périodes sombres de l'histoire de notre pays, ont eu à bénéficier de l'accueil d'autres pays africains. Ça, c'est vrai. La particularité chez nous, c'est que nous payons le plus grand tribut de notre hospitalité pendant 28 ans. En effet, depuis le génocide odieux de triste mémoire qui a été perpétré au Rwanda en avril 1994, nous sommes entrés dans une zone de turbulence avec la déstabilisation, avec l'insécurité qui est devenue endémique, notamment à l'est du pays, plus précisément dans les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et ça continue. Donc il y a cette particularité qui fait que nous sommes vraiment concernés, peut-être plus que tout autre pays africain, par ces fléaux de réfugiés, de rapatriés. Actuellement, nous avons 5 600 000 Congolais qui sont obligés de se déplacer. Et ça s'est aggravé depuis quelques temps, depuis même quelques jours, avec les attaques de ces fameux M23 défaits par la brigade d'intervention de la MONUSCO il y a de cela 10 ans et qui est ressuscité de sa tombe de manière tout à fait miraculeuse pour s'attaquer même aux forces de la MONUSCO. Et vous avez vu dans les médias internationaux et nationaux le mouvement d'hommes, de vieillards, des femmes et des enfants, des kilos de bagages sur la tête en train de se déplacer. Voilà, donc c'est vraiment un problème sérieux. Le chef de la diplomatie RD congolaise n'a pas laissé de côté le segment de haut niveau sur la conférence des donateurs qui a appelé les États à un élan de solidarité pour le financement de l'action humanitaire en Afrique. Nous avons dit aujourd'hui que nous avons une expérience amère et une conscience aiguë de la gravité de la situation des réfugiés. Et modestement, nous avons contribué au fonds d'aide d'assistance humanitaire avec $1 million. Vous savez que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je crois que le président Sassou Nguesso a été sinon le premier, en tout cas parmi les premiers, et en tout cas le président qu'il fréquente le plus. C'est un doyen, c'est un homme averti, un homme qui connaît les deux rives du fleuve. Et quand on le voit, il est difficile de ne pas parler des deux rives du fleuve, donc de ce que vous appelez le bilatéral. Nous sommes dans ce cadre de l'Union africaine. Il est évident aussi que nous devons parler des problèmes d'actualité régionale et internationale. Et dans les cadres du sommet, il y a un agenda que nous avons invoqué, la question globalement des crises humanitaires en Afrique et particulièrement dans la région des Grands Lacs à laquelle les deux Congos, les deux jumeaux appartiennent. Il sied de rappeler que Brazzaville et Kinshasa sont les deux villes les plus proches au monde et les deux pays sont liés par l'histoire et la géographie. Aussi, les présidents des deux pays se fréquentent-ils régulièrement. Le samedi 28 mai, les présidents Denis Sassou Nguesso et Cyril Ramaphosa ont accordé leur point de vue sur les sujets brûlants du continent avant de jeter un regard sur les relations bilatérales entre le Congo et l'Afrique du Sud.
La boucle de cette série d'audiences a été bouclée par l'entrevue entre les chefs d'État Denis Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra, respectivement président du Congo et de la Centrafrique. Les deux présidents ont évoqué les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la sous-région Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs et sur le continent. La situation des réfugiés centrafricains au Congo a également retenu l'attention des deux chefs d'État. Au terme d'un séjour de 72 heures à Malabo, en Guinée équatoriale, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville. À son retour, il a été salué à l'aéroport international Maya Maya par les corps constitués nationaux et internationaux. La République du Congo, qui s'est récemment dotée d'un plan national de développement PND 2022-2026, a besoin de partenaires sûrs pour l'accompagner dans la matérialisation de ce programme. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui tient à l'exécution de ce PND, multiplie les contacts avec des partenaires financiers. C'est ainsi que ce mardi 24 mai 2022, le chef de l'État a reçu en audience une délégation d'Afreximbank conduite par le professeur Bénédicte Oké-Orama, président de cette banque africaine d'import-export. Yes, we came to give His Excellency. Notre présence aujourd'hui auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'était de faire une mise au point sur ce que nous avons déjà injecté comme fonds dans les différents secteurs dont nous avions parlé. En ce qui concerne le pétrole, par exemple, nous sommes présents sur 3 projets au Congo qui représentent 1,5 milliard de dollars. Et nous sommes aussi en train de travailler dans le secteur donc, des mines et nous serons en mesure de pouvoir faire des financements assez importants dans d'autres secteurs. Nous avons évoqué avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, la situation internationale. Notamment, nous avons parlé au niveau mondial, nous avons connu la pandémie de Covid-19 et nous avons parlé de la reprise actuellement qui est en cours et aussi de la situation avec la guerre en Ukraine. Institution multilatérale panafricaine de financement du commerce, Afreximbank, basée au Caire en Égypte, a été créée en 1993. Depuis le 6 avril dernier, Afreximbank a lancé le programme de financement des économies africaines pour faire face aux effets de la crise qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine. Ce programme est doté d'un montant de 4 milliards de dollars américains, ce qui pourrait aider le gouvernement congolais dans l'application de son futur plan de résilience économique face au risque de crise alimentaire. En ce qui concerne les facilités que nous mettons en place pour répondre à la crise ukrainienne, elles représentent 4 milliards de dollars. Et donc c'est destiné pour aider les différents pays africains, notamment le Congo, à faire face à l'augmentation des prix des denrées alimentaires et aussi d'être en mesure de produire des engrais. La demande actuelle s'élève à 20 milliards de dollars. Donc nous sommes disposés à aider le Congo. Et le président nous a parlé notamment du plan mis en place avec le gouvernement. Et évidemment, nous avons réaffirmé notre disponibilité pour aider le Congo à mettre en place ces différentes mesures pour éviter que le Congo soit face à une crise alimentaire. Soulignant que cette audience fait suite aux entretiens que le chef de l'État a eus avec le président d'Afreximbank en février dernier à Bruxelles, en marge des travaux du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Comme à son départ pour le Ghana, où il était en visite d'État de 4 jours, à son retour, le président mozambicain Filipe Nyusi a fait une escale technique à Brazzaville, mercredi 25 mai 2022. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue Denis Sassou Nguesso, artisan de la lutte de libération des pays de l'Afrique australe au temps de l'apartheid. Cette rencontre entre les deux chefs d'État africains a été l'occasion de célébrer l'amitié entre le Congo et le Mozambique. Elle a été aussi une opportunité pour le président Filipe Nyusi de louer les efforts que déploie le président Denis Sassou Nguesso dans la recherche des solutions aux problèmes que connaît le continent. En faisant cette escale technique à Brazzaville, le président mozambicain est venu puiser aux sources de la sagesse africaine au contact d'un monument qui a su marquer à sa manière la vie politique en Afrique.
Pour votre gouverne, le président mozambicain Filipe Nyusi a été réélu avec 73% des voix à l'élection présidentielle de 2019. Comment faire face au risque de la crise alimentaire consécutive à la situation entre l'Ukraine et la Russie? Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres le 23 mai par visioconférence sous l'autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont été largement édifiés sur la question à travers la communication faite par le ministre d'État chargé du commerce et des approvisionnements, Claude Alphonse Silo. À cet effet, le gouvernement qui s'active à finaliser le plan de résilience a appelé le peuple congolais à se mobiliser afin de booster l'offre alimentaire nationale. Aussi, la mise en œuvre de ce plan de résilience dont les grandes lignes ont été définies au cours de cette réunion nécessite l'adoption d'une loi de finances rectificative. Dans le cadre du plan de résilience en cours de finalisation, le Conseil des ministres annonce donc que le temps est venu de soutenir encore davantage la production locale. Ainsi, l'État est appelé à organiser cette mobilisation. Dans cette optique, les grandes lignes du plan de résilience tel qu'entériné ce jour par le Conseil des ministres sont les suivantes. 1. Promouvoir une politique de substitution aux importations en encourageant le développement de la production locale pour les produits de base, par exemple l'huile végétale, la farine, la volaille, les viandes bovines et porcines, ainsi que le développement des intrants agricoles. 2. Faciliter le transport des produits agricoles depuis leur bassin de production vers les centres de consommation, grâce à la réhabilitation des voies de transport routier, mais également du ferroviaire via le CEFCO, ainsi qu'une facilitation du transport fluvial. 3. Fixer par voie réglementaire une liste des produits alimentaires et agricoles essentiels qui devront faire l'objet du soutien de l'État. 4. Mobiliser les banques locales qui seront appelées à échanger avec le gouvernement lors d'une table ronde afin de mettre en place un système de facilitation et d'octroi de crédits bonifiés aux producteurs avec l'aide et le soutien de l'État. 5. Mettre en place dans les meilleurs délais un guichet en faveur des producteurs agricoles concernés afin de les identifier et de faciliter leur soutien par les pouvoirs publics. Enfin 6. Appliquer avec énergie mais pragmatisme toutes les mesures administratives, fiscales et parafiscales existantes afin de faciliter la politique nationale de dynamisation de l'offre agricole et alimentaire nationale. Au nombre des projets de décrets adoptés par le Conseil des ministres, il y a celui fixant le dispositif institutionnel de suivi et évaluation du Plan national de développement PND 2022-2026 et des plans de développement locaux. Il a été proposé par le ministère de l'Économie du Plan de la Statistique et de l'Intégration régionale. Ce dispositif, faut-il le préciser, sera piloté par un comité dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. La réussite de l'exécution du Plan national de développement 2022-2026 suppose la mise en place d'outils pertinents de suivi-évaluation. Ces outils se présentent ainsi qu'il suit. Un dispositif central de suivi et d'évaluation du Plan national de développement, mais également un dispositif central de suivi et évaluation des plans locaux de développement, un dispositif consultatif de suivi et évaluation du Plan national de développement et des plans locaux de développement. Considéré comme le 6e pilier du PND, le secteur de l'urbanisme et de l'habitat nécessite plus de visibilité et d'attractivité. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les modalités d'exercice et de développement des activités de promotion immobilière et de construction d'ouvrages de bâtiments. Dans le domaine des postes et télécommunications, le projet de décret adopté vise le financement et la gestion du Fonds de service postal universel. Faisant application des dispositions de la loi numéro 10-
2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des postes et afin d'assurer une offre minimale de services postaux de base au public de manière permanente, équitable et sur l'ensemble du territoire national, les pouvoirs publics ont institué un fonds spécial dénommé Fonds de service postal universel. Ce fonds, dont la gestion sera assurée par l'opérateur postal public chargé du service postal universel, est destiné au financement du service postal universel. Il sera alimenté par les contributions versées par les opérateurs postaux privés, par l'État, par les collectivités locales, par les organismes internationaux et par les bailleurs de fonds publics ou privés. Après l'adoption des 5 projets de décrets inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, dont celui fixant les conditions de délivrance de l'autorisation de la licence des activités touristiques, le Conseil des ministres s'est prononcé sur des nominations au ministère des zones économiques spéciales.